Deuxième thématique controversée que je souhaiterais évoquer, la guerre. Le mot guerre, Krieg en allemand, et le thème de la guerre apparaissent très fréquemment dans les textes de Nietzsche. Ils prêtent d'autant plus facilement aux malentendus qu'ils sont lourdement connotés, très suggestifs, relèvent d'une sphère d'activité violente, peu encline aux digressions métaphoriques ou au second degré. La guerre est un sujet sérieux. Nietzsche prend pour le coup le sujet très au sérieux et fait de la guerre un moteur de la vie. Néanmoins, son acception, il faut le dire tout de suite, n'a pas grand-chose à voir avec la guerre comprise comme un conflit armé entre les nations, comme une guerre d'expansion coloniale ou impérialiste, comme une guerre de domination. Nous avons déjà vu à plusieurs reprises, dans les séances précédentes, que la conception de la vie que défendait Nietzsche est foncièrement agonale. La vie est lutte, lutte des contraires. Nietzsche reprend cette idée notamment à Héraclite et à Schopenhauer. À cette analyse philosophique, Nietzsche ajoute une approche biologique. S'inspirant des travaux de Wilhelm Roux, il croit comprendre la vie organique comme une lutte entre volonté de puissance, pulsion, instinct, qui concourent à l'expansion de la vie. Nietzsche transpose ensuite ce schéma d'explication dans la sphère à la fois intellectuelle, cognitive et existentielle. La joute, la rivalité, l'émulation, qui sont une fois de plus des valeurs honorées par la culture grecque, permettent le dépassement de soi. Elles sont donc éminemment souhaitables. La plupart des références à la guerre dans les textes de Nietzsche s'inscrivent dans ce cadre de réflexion, la lutte comme dépassement de soi. Mais attention, ce n'est pas une lutte qui est menée aux dépens de l'autre, mais grâce à l'autre, avec l'autre. L'autre, l'ennemi, qui est mon égal. Sinon, la lutte n'a aucun intérêt. On ne recherche pas la soumission, la subjugation, l'humiliation, mais encore une fois, l'émancipation, la libération, l'autodépassement. Et ce dépassement, son terrain privilégié, le seul véritablement digne d'intérêt, c'est le terrain de l'esprit. La lutte que préconise Nietzsche est une astreinte, un défi intellectuel. Rappelez-vous, nous l'avions vu dans le cours numéro 2, devenir un esprit libre exige de grands sacrifices sur soi. Acquérir un gai savoir demande de vaincre de nombreuses résistances, et d'abord ses propres résistances. C'est le sens du discours de Zarathustra intitulé « De la guerre et du peuple guerrier ». La guerre dont il est ici question, c'est la guerre pour la connaissance, pour la liberté de l'esprit. Dans ce passage, Zarathustra suggère en outre une idée absolument capitale pour Nietzsche. Il faut chérir son ennemi, il faut l'honorer, car c'est lui qui nous fait devenir meilleurs, qui nous fait sortir de notre confort, qui nous met au défi. Je lis. Je précise que ce sont des morceaux choisis qui ne se suivent pas directement dans le discours de Zarathustra. De la guerre et du peuple guerrier. Mes frères de guerre, je vous aime du fond du cœur. Je suis et je fus toujours votre semblable. Je suis aussi votre meilleur ennemi. Laissez-moi donc vous dire la vérité. Vous devez chercher votre ennemi et faire votre guerre, une guerre pour vos pensées. Et si votre pensée succombe, votre loyauté doit néanmoins crier victoire. La guerre et le courage ont fait plus de grandes choses que l'amour du prochain. Ce n'est pas votre pitié, mais votre bravoure qui sauva jusqu'à présent les victimes. Vous ne devez avoir d'ennemis que pour les haïr et non pour les mépriser. Vous devez être fier de votre ennemi. Alors les succès de votre ennemi seront aussi vos succès. Je ne vous ménage point, je vous aime du fond du cœur, mes frères de guerre. Dans un passage d'Ecce Homo, Nietzsche explique qu'il est lui-même de nature belliqueuse, qu'un véritable philosophe se doit d'être un guerrier, pour toutes les raisons que je viens d'évoquer. Il ajoute aussi, et c'est une réflexion plutôt fine et originale, qu'il faut être capable d'être un ennemi, un bon ennemi. C'est là le signe d'une nature forte. Puis il évoque la guerre dans ses aspects tactiques. Je cite. « Affronter l'ennemi à armes égales, première condition d'un duel loyal. Ma pratique de la guerre s'énonce en 4 principes. Premièrement, je n'attaque que des causes victorieuses. Le cas échéant, j'attends qu'elles le soient. Deuxièmement, je n'attaque que des causes face auxquelles je serai dépourvu d'alliés, où je m'avance seul, où je suis seul à me compromettre. Troisièmement, je n'attaque jamais les personnes. Je ne me sers de la personne que comme d'un verre fortement grossissant, à l'aide duquel on parvient à rendre visible une situation désespérée, qui concerne tout le monde, mais sournoise et difficile à percevoir. Quatrièmement, je n'attaque que les choses, où tout différent entre personnes est exclu, et dont aucune expérience fâcheuse ne constitue l'arrière-plan. Au contraire, attaquer est de ma part une preuve de bienveillance, même à l'occasion de gratitude. Je rends hommage, je distingue en associant mon nom à une chose, à une personne. Pour ou contre, cela m'est égal en l'occurrence. Je voudrais pour clore sur ce thème de la guerre citer 2 textes de Nietzsche qui sont moins légers
qui prennent position sur le sujet de la guerre, cette fois-ci vraiment concrètement dans le cadre des relations internationales et de la politique de puissance que mène l'Empire allemand sous Bismarck et Guillaume Ier, puis sous Guillaume II. Le premier extrait que je vais lire est une ébauche de lettres ou de mémorandum rédigé à la fin de l'année 1888 que l'on a retrouvé dans les papiers de Nietzsche et qui était destiné à Guillaume II, qui venait, quelques mois auparavant, d'accéder au trône d'empereur. Dans cette lettre, Nietzsche oppose sa conception de la guerre, une guerre des esprits, à celle que mènent les dynasties européennes, qu'il juge odieuses et criminelles. Il n'y a, vous allez voir, aucune espèce d'ambiguïté dans sa condamnation de la guerre comme instrument de puissance nationale et impériale. J'apporte la guerre, non pas de peuple à peuple, je ne trouve pas de mots pour exprimer le mépris que m'inspire l'inqualifiable politique d'intérêt de certaines dynasties européennes, qui se font un principe et presque un devoir d'exaspérer les égoïsmes et les vanités antagonistes des peuples. Non pas entre classes sociales, car nous n'avons pas de classe supérieure et par conséquent pas d'inférieure. Ce qui tient actuellement le dessus de la société est physiologiquement condamné, et en outre devenu si pauvre, si incertain dans ses instincts, qu'il professe sans scrupule le principe opposé à une espèce humaine supérieure. J'apporte la guerre au beau travers de tous ces absurdes hasards que sont le peuple, la classe, la race, le métier, l'éducation, la culture. Une guerre comme entre ascension et déclin, entre volonté de vivre et vengeance contre la vie, entre probité et sournoise dissimulation. Dans Ecce Homo, dans un passage demeuré célèbre, Nietzsche se projette dans le futur et évoque la nature de la guerre ou des guerres à venir. Je cite. « L'idée de politique se sera alors tout entière résorbée en une guerre des esprits. Toutes les formes de pouvoir de l'ancienne société auront explosé. Elles reposent toutes sur le mensonge. Il y aura des guerres comme il n'y en a encore jamais eu sur Terre. Ce n'est qu'à partir de moi qu'il y a sur Terre une grande politique. » Comment interpréter le contenu de cette prophétie ? Dans la citation précédente, Nietzsche suggérait que la seule guerre qui vaille était une guerre entre, je cite, « ascension et déclin », entre volonté de vivre et vengeance contre la vie. Il sous-entendait, encore une fois, que le seul combat qui méritait d'être mené était un combat pour l'instauration de valeurs saines affirmatives. Puisque les valeurs sont incorporées et incorporables dans nos cerveaux, dans nos corps, dans nos fibres, dans nos muscles, puisqu'elles déterminent nos manières de vivre, spirituellement, mais aussi corporellement, ce combat est en fait un combat pour une nouvelle physiologie. Et c'est aussi la définition que Nietzsche donne de ce qu'il appelle la grande politique, une politique qui se soucie enfin de physiologie. Quant aux guerres sans précédent, monstrueuses, dont il annonce la survenue, ce sont, je crois, dans son esprit, des guerres d'idées, des guerres entre idéologies. Nietzsche avait senti que le reflux du religieux, la sécularisation en train de s'accomplir en Europe, mais aussi la contestation et la destruction d'ordres sociaux et politiques structurés de manière verticale, hiérarchisée, précisément sur le modèle de l'hétéronomie religieuse, il avait senti que la disparition de ces cadres millénaires laissait les hommes devant un vide immense qu'ils devaient combler, avec de nouvelles formes d'organisation sociale et politique, de nouvelles valeurs, qu'ils étaient face à une modernité radicale, même si Nietzsche n'aimait pas ce mot de modernité. Et c'est bien du reste le sens même de toute sa démarche philosophique que d'essayer de combler ce vide inquiétant. Les différents totalitarismes qui vont prospérer dans la première moitié du XXe siècle, de ce point de vue, sont bien une réponse, certes absolument terrifiante et désastreuse, mais une réponse tout de même, apportée au défi de la modernité. Des totalitarismes athées, mais demeurant en fait dans le moule de l'hétéronomie, incapables de penser et de réaliser une autonomie radicale, comme la démocratie, autre voie qui s'est alors dessinée, a tenté et tente encore aujourd'hui de le faire. Nietzsche craignait plus que tout que la mort de Dieu plonge l'Europe dans un nihilisme profond et fasse triompher les forces morbides, réactives, vindicatives. Il avait vu juste. Les totalitarismes ont justement fait fond sur le ressentiment des masses, sur la colère, l'esprit de vengeance à grande échelle. Il est moins sûr en revanche que Nietzsche ait imaginé le déferlement de violence réelle que ces idéologies allaient engendrer.